Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Je suis Claire Henrion, ravi de vous retrouver pour le bulletin astronomique pour la période du 10 au 17 avril 2025, la quatrième phase de la troisième lune d'hiver nord été sud. Ça y est, on va sortir des lunes d'hiver. C'est la dernière phase, le 17 avril. On attaque la première lune de printemps, nord, automne, sud. Donc, ravi vraiment de vous retrouver. C'est merveilleux. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Moi, c'est Claire Henrion, chroniqueuse astronomie, qui vous emmène de semaine en semaine, ou plus précisément de phase lunaire en phase lunaire. Vous préparez à voir ce que vous allez voir. Oh, voilà Christophe, et savoir ce que vous ne verrez pas. Bonjour Christophe, ravi que tu me rejoignes pour le bulletin astronomique. Je me suis lancé là toute seule, ça y est, on est déjà dans l'enregistrement. Alors bah, je vais continuer pour tous nos auditeurs qui nous écouteront en replay. Donc merci à vous. Comme je l'ai déjà dit, c'est toujours un bonheur de voir que ben, vous êtes intéressés. Je vois aussi que l'article, dont le lien est dans la description de la vidéo, a de plus en plus de visiteurs, ce qui m'honore énormément car c'est le gros du travail en fait. Et je vous en remercie beaucoup. Ça veut dire que vous allez chercher un petit peu plus loin que ce que je peux vous dire. Ça reste un petit peu, peut rester un peu évanescent au moins. Donc c'est parti. On va regarder cette dernière phase de cette troisième lune d'hiver nord été sud, soit du dernier quartier, le 10 avril, à la nouvelle lune, le 17. Alors on va partager la fiche de suite et faire le résumé des événements de la semaine. Et puis ensuite, on ira voir avec Stellarium ce qu'il en est. Voilà, bon, je suis déjà sur Stellarium. Voilà. D'abord, un petit résumé pour cette période. Donc, du dernier quartier, le 10 avril 2026, à 6h51, soit 4h51 temps universel, à la nouvelle lune, le 17 avril, à 13h51, soit 11h51 UTC pour Universal Time Coordinate. Coordinated, enfin, temps universel coordonné. Alors, le dernier quartier, vendredi 10 avril à 6h51. La Lune est alors dans le 19e degré du signe du Capricorne. Le Soleil est dans celui du Bélier. Il passera en taureau le 20 avril. Le 10, donc pour ce dernier quartier, la Lune est devant la constellation du Sagittaire et le Soleil est devant celle des Poissons, comme chaque année, à la même date, sauf décalage de plusieurs milliers d'années pour que ça change un petit peu dû à la précession des équinoxes. Donc pour nous, d'année en année, c'est fixe, le soleil. Nous arrivons tout de suite à samedi 11. Alors, cette lune, d'abord la lune, hein, elle est en train de remonter en déclinaison. Elle était hors limite zodiacale sud. Donc, toute la semaine là, qui vient de s'écouler, on l'a vu culminer de plus en plus bas. Elle est passée en conjonction à Antares, le 8, je crois. Et puis, elle remonte déjà et elle rentre dans les limites zodiacales le 11 à 0h44. Tiens, voilà Iri. Ensuite, elle va passer en déclinaison nord mercredi 15 à 9h41. Voilà, et elle continue toute la semaine. Elle monte en déclinaison. En latitude, elle monte également. Et elle passera en latitude nord, donc à son nœud ascendant mardi 14. Et donc, elle continue à monter. Donc, on a une lune décroissante, puisque c'est du dernier quartier à la nouvelle lune. C'est dans la deuxième moitié de la lunaison, entre la pleine lune et la nouvelle lune. La lune est donc décroissante et elle est montante en cette saison de printemps. C'est comme ça. La dernière phase de la lunaison de printemps, la lune est décroissante et la lune est montante en même temps. Montante, c'est en déclinaison. Qu'est-ce qui se passe d'autre avec la lune de particulier? Cette semaine, eh ben, surtout, ce qu'on va voir, c'est sa conjonction l'amas planétaire, Mercure, Neptune, Mars et Saturne. Tout ça entre le mercredi 15, 17h15, avec Mercure pour commencer, et le jeudi 16, 4h37, pour finir avec Saturne. Et ce sera ce jeudi 16, le jour du dernier croissant
Donc, ni Mercure, ni Neptune, ni Mars, ni Saturne ne sont visibles. On verra le croissant de lune en fin de nuit, donc dans le ciel du matin, juste avant que le soleil se lève, qu'il fasse jour. Et donc, mercredi 15, entre mercredi 15 au soir et jeudi 16 au petit matin, la Lune passe en conjonction à Mercure, Neptune, Mars et Saturne, qui évidemment vont être également conjointes les unes aux autres. On va voir ça. Voilà, donc la nouvelle Lune a lieu vendredi 17 à 13h51. Ce sera donc l'entrée dans la première Lune de printemps, première Lune, lunaison de printemps nord, automne sud. Et la Lune elle sera donc avec le Soleil, donc devant la constellation des Poissons, dans le 28e degré du signe du Bélier. Ce même vendredi 17, 4 heures plus tard, à 17h57, la Lune entre dans le signe du Taureau. Et puis ce sera le 20, le 19 ou le 20, que le Soleil entre dans le signe. C'est le 19 à 4h24. Non, blablabla. Ça, s'il arrive dans la constellation du Bélier. Quoi, je ne l'ai pas marqué. Bon. Tu te souviens, Christophe, on le verra tout à l'heure dans la deuxième vidéo avec les commentaires astrologiques. On a les dates de chaque entrée du Soleil et de la Lune dans les signes. Voilà, alors en même temps, les planètes, qu'est-ce qui se passe? Donc, je viens de vous parler de Mercure, Neptune, Mars et Saturne qui sont regroupés au tout début du signe du Bélier. Nous avons également, alors, le samedi 11 à 0h03. Donc, en temps universel, c'est vendredi 10 à 22h03. Pluton atteint sa déclinaison maximale, donc monte et descend. Globalement, elle descend, bien sûr, et mais c'est de quelques minutes, quoi. Ça fait des toutes petites vagues à cause de ces rétrogradations. Et donc là, c'est le moment le plus haut, où elle est au plus haut en déclinaison de l'année. Puis après, elle va redescendre jusqu'au 10 octobre. Elle sera un petit peu plus bas qu'au minimum précédent, mais pas hors limite zodiacale. Ah bah si, hors limite zodiacale, 23-38. Elle sera hors limite zodiacale de quelques minutes à partir de juillet à décembre. Dans les années qui viennent, Pluton sera hors limite zodiacale de juillet à décembre à peu près, de quelques minutes, pas énormément. Alors ensuite, la Lune s'est vue, donc elle entre dans le signe du Verseau, samedi 11 à 1h55. Et puis, oui, je vous ai pas dit les signes, le lundi 13 à 10h55, elle entre dans le signe des Poissons. Et mercredi 15 à 16h03, elle entre dans le signe du Bélier. Et donc, elle entre dans le signe du Taureau après la nouvelle Lune, vendredi 17 à 17h57. À part ça, nous avons Vénus qui passe à son nœud ascendant. Donc ça se considère d'abord en héliocentrique, en fait, parce que c'est l'intersection des plans orbitaux de la Terre et de Vénus. Donc le plan de Vénus est légèrement incliné, mais de peu, mais par rapport à celui de la Terre, de 3 degrés. Et donc, voilà, il y a l'intersection des plans, c'est le nœud, c'est comme les nœuds lunaires, sauf que c'est avec les plans de révolution des planètes. Donc, Vénus, son nœud ascendant héliocentrique, il est dans le 17e degré du signe des Gémeaux. En géocentrique, elle passe aussi en latitude nord, ça veut dire déjà que passer à son nœud ascendant, passe en latitude écliptique nord. C'est à peu près à la même heure, à quelques minutes près en géocentrique. Et c'est par contre, ça peut être dans n'importe quel degré, à n'importe quel degré du zodiaque, là c'est dans le 15e taureau. Ah, j'ai oublié de dire que samedi 11 à 12h22, la Lune était conjointe à Pluton. Alors bien sûr, on ne peut pas la voir, mais au petit matin, avec la Lune qui se lève à 3h30, vers 5-6 heures du matin, on peut s'amuser à repérer Pluton devant la constellation du Capricorne. Enfin, repérer où elle se trouve. On ne la verra pas, ne vous inquiétez pas. Mars passe aussi en déclinaison nord, donc le dimanche 12 à 20h22. Et elle atteindra son maximum le 15 août. Et son dernier minimum, c'était le 17 décembre. Et elle était hors limite zodiacale sud. Son prochain maximum, c'est le 15 août. Elle sera hors limite zodiacale nord de quelques minutes. Donc elle va monter, monter, monter en déclinaison. Ça veut dire qu'elle va culminer de plus en plus haut. Mais bah oui, parce qu'on commencera à pouvoir la voir à partir de fin mai, donc à partir de juin. Mars sera visible dans le ciel en fin de nuit. Donc, Mars va être conjointe à Neptune, donc ça va être invisible, hein. Lundi 13 à 7h30, dans le troisième degré du signe du Bélier. Nous avons Mercure qui est pas loin non plus, qui était devant
La constellation du Verseau, à cause de sa rétrogradation qu'elle avait effectuée le mois dernier, enfin sur fin février mi jusqu'au 20 mars, et du coup elle était revenue devant la constellation du Verseau, elle revient à nouveau devant celle des Poissons, elle va y être jusqu'au 19 avril, elle arrivera devant la Baleine, elle y sera jusqu'au 23, puis elle continue à tracer sa route, hein, elle sera à nouveau devant les Poissons jusqu'au 4 mai, et elle arrivera devant le Bélier. Elle a déjà été, oui, devant les Poissons du 19 février au 10 mars, ça c'est dû à sa rétrogradation. Donc la Lune s'est vue, Mercure donc ensuite après elle entre dans le signe du Bélier, parce que quand elle arrive devant les Poissons, elle est déjà au 28e degré du signe des Poissons. Donc mercredi 15 à 5h21, Mercure entre dans le signe du Bélier, elle va s'y trouver jusqu'au 3 mai. Mouvement direct, elle entrera dans le signe du Taureau. La Lune passe en déclinaison nord, la Lune signe Bélier, et puis c'est la succession, le chapelet des conjonctions du dernier croissant de Lune avec Mercure, mercredi 15 à 17h15, dans le premier degré du signe du Bélier. Neptune, toujours mercredi 15 à 20h44, dans le troisième degré du signe du Bélier. Mars, jeudi 16 à 0h08, dans le cinquième degré du signe du Bélier. Et Saturne, toujours jeudi 16 à 4h37, dans le huitième degré du signe du Bélier. Saturne qui est d'ailleurs devant la constellation de la Baleine. C'est une affaire de frontière de constellation. Et donc, dès que un astre a une latitude un petit peu sud, eh bien, quand il est devant les Poissons, il passe devant la Baleine. Voilà. Et c'est le dernier croissant de lune, donc visible à l'œil nu, le jeudi 16 au petit matin, donc vers 6h40 pour la région autour de chez moi. Donc évidemment, c'est plus tôt si vous êtes à l'est, c'est plus tard si vous êtes à l'ouest, de quelques minutes. Ça dépend où vous êtes, bien entendu. Et c'est toujours au petit matin, voilà, quelques 30-40 minutes avant le lever du soleil, on peut apprécier le dernier croissant de lune, 31,3, 31 heures et quelques minutes avant la nouvelle lune. Donc il est visible à l'œil nu. Et donc, par contre, les planètes qui l'accompagnent, on ne les voit pas. Et d'ailleurs, vendredi 17 à 4 heures du matin, Mercure va être conjointe à Neptune, puis ensuite le 20 elle va être conjointe à Mars et Saturne qui vont être également conjointes l'une à l'autre. Et d'ailleurs, Mars a déjà passé Neptune, voilà. Donc, Mercure double tout le monde, Mars double Neptune et Saturne a doublé Neptune le 26 février, ça c'est fait. Et voilà, donc qu'est-ce qui reste donc à voir? Les planètes. Donc les planètes visibles, eh ben, c'est vite fait. Il y a Vénus le soir maintenant, bien brillante, immanquable. Et puis Uranus encore à chercher, mais vraiment brièvement maintenant. Elle est toujours devant les Pléiades, elle se couche vers 23h40. Donc à repérer, le 19 avril, on va avoir un magnifique croissant de lune, un croissant de lune de 2 jours, conjoint aux Pléiades et donc à Uranus. Le croissant de lune passera juste au-dessus des Pléiades. Ça peut être un très joli spectacle et ce sera l'adieu à Uranus pour cette saison, puisqu'après la planète sera en conjonction au Soleil au mois de mai. Il faut forcément au moins des jumelles pour repérer Uranus, sinon après il faut un télescope, bien sûr. Et puis il y a Jupiter qui est encore haut dans le ciel maintenant, mais déjà côté ouest-sud-ouest, en début de nuit. Donc Vénus et Jupiter à l'œil nu, c'est tout. Et Uranus si vous avez un instrument. Tout le reste, c'est toute fin de nuit et c'est pas encore visible. La Lune est également conjointe aux petites planètes ou astéroïdes Junon le 11 avril, Vesta le 14 avril et Pallas le 15 avril. Alors, les étoiles filantes, alors on a quelques vieilles Virginides qui donc semblent sortir de la constellation de la Vierge, qui culmine à la minuit en cette saison. Et donc, le maximum est passé jusqu'au 15 avril. Voilà, des étoiles filantes assez rares, mais lentes et brillantes. Et puis, il y a les fameuses Lyrides d'avril, qui est un joli essaim du 13 au 30 avril, avec son maximum le 22, là, qui peuvent illuminer le ciel devant la lyre. Donc, la lyre, c'est là où il y a Vega de la lyre, donc qui s'élève dès le début de la, presque, non, dès le milieu
Oh, en première moitié de nuit, Vega se lève déjà, et donc les Lyrides peuvent l'accompagner. Et au niveau des comètes, les amis, alors il y avait une comète qu'on supposait possible, qui serait possiblement visible à l'œil nu si elle réussissait à passer près du Soleil. C'était une comète rasante. Bon, elle s'est crashée dans le Soleil le jour de son périhélie, donc de son approche maximale du Soleil. Donc celle-là, c'est mort. Mais il y en a une autre qui, elle, apparemment, ne va pas du tout prévu qu'elle se crache. L'autre, c'était bien dans les possibilités. Qui, elle, va être visible normalement bien à l'œil nu. Elle est déjà hier, elle était à magnitude 5,8, donc dans la limite de la visibilité à l'œil nu. Et on l'attend à magnitude 2, donc pour son périgée le 26 avril. Elle va passer au périhélie le 19. Et donc, jusqu'avant le périhélie, elle est visible dans le ciel du matin en fin de nuit. Et à partir de ce périhélie, des 2, 3 jours après, on pourra la guetter dans le ciel de début de nuit, donc du soir. Et elle devrait être la plus brillante le 26 avril, puisque c'est là qu'elle sera au plus près de la Terre. Et elle s'appelle, c'est 2025, R3 Panstar. Panstar, c'est le nom du programme automatique qui détecte beaucoup de comètes maintenant. Donc encore quelques satellites lune de Jupiter à observer. Vous avez le résumé ici. Et puis, autre détail croustillant. Alors, ben, notre étoile Spica de la Vierge, donc, qui passe au méridien à la minuit le 13 avril et qui, le même jour, se lève pile au moment où le soleil se couche pour la latitude 45 nord, à peu près, dans ce qu'on appelle son lever achronique de l'étoile. C'est quand l'étoile se lève au moment du coucher du soleil. C'est une coïncidence pour Spica parce que ça ne le fait pas de toutes les autres étoiles, qu'elles se lèvent qu'elle passe au méridien à la minuit et qu'elle les son lever achronique le même jour. Ça, c'est pour une latitude donnée, hein. Si puis on va aller plus au nord, elle se lèvera plus tôt, plus tard. Et si on va plus au sud, elle se lèvera plus tôt. Enfin, à vérifier, parce que Spica est près de, et pas très très loin du point. Oh, elle marque le 25e degré du signe de la balance. Si, donc normalement, et c'est plus au sud, elle se lèvera plus tôt, plus au nord, elle se lèvera plus tard. Le 15 avril à 14 heures, l'équation de temps est nulle. Ça veut dire que le midi vrai à l'heure et le midi vrai est à l'heure du midi moyen. Donc au méridien de Paris, c'est par exemple avec nos 2 heures d'avance sur le soleil, 13h51. Donc le minuit vrai, 1h51 au méridien de Paris. Et là, en ce moment, les jours augmentent donc, et davantage sur le matin que sur le soir, jusqu'au 15 mai. Ce sera le premier minimum négatif de l'année de l'équation de temps. C'est là que le jour est au maximum décalé sur le matin. Et puis, le dernier croissant, l'ultime croissant de cette lunaison, est pour l'Indonésie. Donc, quelques 17 heures, 13 heures, 14 heures avant la nouvelle lune. Alors, allons voir sur Stellarium maintenant. Nous allons nous retrouver sur les pieds sur terre et nous allons nous préparer à avoir la tête dans les étoiles. On regarde d'abord la nôtre, le soleil, qui est sur le couchant le vendredi 17 avril. Et donc là, il est 19h30. Alors, on va aller 1 heure de plus, 20h30 à peu près. Il se couche, bah, c'est même l'heure pile de son coucher. Et dès qu'il est couché, ben, on peut s'amuser à chercher Vénus. Vous voyez, elle est pratiquement pile à l'ouest, à une hauteur. Donc, théoriquement, on la voit tout de suite dès que le soleil est couché. Bon, en pratique, si on sait très très bien où elle est et qu'on a des jumelles, ça aide. Elle se, voilà, mais des quelques minutes après le coucher du soleil, c'est bon. Donc voici à 21 heures. Donc Vénus qui reste maintenant, 2 heures pratiquement dans le ciel après le coucher du soleil, donc à l'ouest-nord-ouest. Elle va se coucher. Hein, je mets les constellations. 1 heure plus tard, donc 22 heures, il faut attendre bien 22 heures pour qu'il fasse nuit. Vous voyez, on a tout de suite le Uranus qui est marqué là. Il y a Uranus, il y a ici les Pléiades. Et donc on va
eh bien, on va pouvoir chercher à observer encore un petit peu Uranus, parce qu'après, ce sera de plus en plus difficile. Et si on lève la tête, donc c'est à l'ouest encore, nous avons Jupiter devant les Gémeaux, qui est tout là-haut, quoi. Il y a Castor, Pollux, donc Castor, Pollux et Jupiter. Pour l'instant, ça forme un peu un triangle, mais Jupiter qui suit l'écliptique, alors je trace l'écliptique, va faire son chemin direct maintenant comme ça, et on le retrouvera bientôt aligné avec Castor et Pollux. Voilà, et donc c'est tout ce qu'on peut voir comme planète dans le ciel en ce moment. Et donc, bah, dès le début de la nuit, on a le grand jet de l'hiver sur le couchant. Donc, ici, les trois mages d'Orion. Je grossis un petit peu. Vous voyez, ouest, sud, sud-ouest. Non, ouest, sud-ouest. Les trois mages d'Orion. Donc, Alnitak, Alnilam et Mintaka, qui font la barre du jet. Rigel, donc d'Orion. Sirius du grand chien, la plus brillante étoile du ciel. Procyon du petit chien. Pollux et Castor des Gémeaux, Capella du Cocher, Aldébaran du Taureau et Bételgeuse d'Orion. On va bientôt dire adieu à Orion parce que l'été, on ne voit pas Orion. Et il passe dans le ciel avec le soleil. Au sud culmine donc le lion, Régulus, hein, du lion, pratiquement à sa culmination à 22 heures. Ici, c'est l'hydre, Alphare de l'hydre. J'aurais pu mettre un peu plus d'étoiles. Plus d'étoiles, s'il vous plaît. Stellarium, elle m'a même pas mis Régulus. Donc plus d'étoiles, c'est comme ça. Donc c'est la dernière version de Stellarium, bien entendu. Elle est nettement améliorée par rapport à la précédente. Peut-être un peu lourde, des certaines fonctions qui mettent un peu de temps, mais bon. Donc c'est le moment aussi pour chercher l'amas de la crèche, là, devant le cancer en début de nuit. Il n'y a pas la lune. Ça vaut le coup. Là, on le voit facilement. On le distingue sans lune, dès qu'il fait noir. Entre Pollux et Régulus, vous voyez, c'est facile à trouver quand même, hein. Eh bien, il y a une tache floue. À l'œil nu, on le voit, s'il n'y a pas la lune. Bon, pas sous les lampadaires de la ville, mais dès qu'on est dans un ciel suffisamment noir. Donc voici, côté sud en début de nuit, donc le lion et en dessous l'hydre. À droite, les Gémeaux avec Jupiter. Sirius, bien sûr, qui flamboie. Du côté de l'est, donc, s'élève la Vierge avec Spica et Arcturus, donc la belle courbe là, formée par les étoiles qui font la queue de l'ours. Donc, Pégrez, Alliot, mais Mizar et Alcol, et Alcor, l'étoile double visible à l'œil nu, et Alcaïde, et on les prolonge et on arrive sur Arcturus du Bouvier, immanquable, très brillante, rougeoyante, et Spica de la Vierge. Donc tout ça s'élève du côté de l'Est, voilà, en début de nuit, avec aussi le corbeau qui est assez facile à repérer, le petit trapèze à droite de Spica. Et du côté du nord, donc début de nuit, c'est Céphée qui est au plus bas, c'est la grande ours qui arrive au plus haut et qui plane sur le dos en début de nuit, tandis qu'on a Capella au nord-ouest qui descend, et on remarquera Cassiopée, mais qui est bien bas, donc on la verra peut-être pas facilement. Et la petite ours et le dragon remontent à droite. Alors, la nuit s'écoule, on va aller jusqu'au milieu de la nuit, donc 23 heures, 0 heure, 1 heure, 2 heures. Nous sommes à peu près au milieu de la nuit. Là, à ce moment-là, la grande ours a basculé du côté de l'ouest. Alcaïde est pratiquement au zénith, Alcaïde de la grande ours, vous voyez. Elle est pratiquement au sommet du ciel, c'est elle, hein. Le, ça veut dire la tête en arabe, hein, Al-Qaïd, la tête du chariot ou la queue de l'ours, comme vous voulez. Là. Vu comme ça, c'est la queue de l'ours. Si on considère les 7 étoiles, c'est le chariot, et donc c'est la tête du chariot. Donc voilà, au milieu de la nuit, que se passe-t-il à l'ouest? S'en vont bah, le lion, là, le lion va se coucher, hein. Il y a le lion et la grande ours qui descendent de part et d'autre de l'ouest, un peu en symétrique, c'est assez joli, avec le petit lion entre les deux. Le Procyon, qui est carrément, l'étoile Procyon est carrément à l'ouest, vous voyez. L'étoile, elle se lève à l'est, elle se couche à l'ouest, euh, pratiquement en train de se coucher. Et du côté du sud, au milieu de nuit, culmine Spica de la Vierge, donc, hein, je trace le méridien. Non, c'est pas lui. Le méridien, voilà. Donc,
On a Spica de la Vierge qui passe au méridien à la minuit, donc le 13. Je suis le 11 là. Enfin voilà, c'est cette semaine. Avec Arcturus du Bouvier qui est tout près aussi de sa culmination. Et du côté de l'Est apparaissent le grand triangle de l'été, voilà, Vega, donc d'où pourront sortir les lyrides d'avril, Deneb et Altaïr, Deneb ici, du cygne, la tête du cygne, et Altaïr de l'aigle, qui se lève juste à l'est, est-nord-est. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui va se passer en fin de nuit? En fin de nuit, alors, 3 heures. Attendez, je dégage un peu ça, je sais pas où le mettre, lui, hein. Donc, nous sommes côté de l'est, hein. 3 heures, 4 heures, 5 heures, Pégase apparaît. Ah bah la nouvelle comète, justement, elle est devant Pégase, voyez. Donc pour l'instant, c'est en tout début de nuit. Actuellement, elle est devant Pégase. Je n'ai pas regardé, mais il y a le lien, donc dans l'article, dont le lien est dans la description de la vidéo. Bien entendu, dans l'article, vous avez un petit paragraphe sur les comètes et avec le bon lien qu'il faut pour suivre la comète jour après jour sur l'excellent site anglais, je crois, qui fait le répertoire, qui répertorie toutes les comètes et qui est vachement bien mis à jour. Enfin, vous pouvez trouver où est localiser la comète, quelle magnitude, sa trajectoire, etc. C'est magnifique. Donc, milieu de nuit, non, fin de nuit, 6 heures du matin. Donc, le Capricorne se lève. Donc, voilà la Lune, hein, on est en dernière phase de la lunaison. Donc, la Lune va se lever en deuxième moitié de nuit de plus en plus tard. Et donc, on va aller de jour en jour, là, sur le dernier croissant. Puis, on va voir. Donc, là, elle est conjointe à Pluton. Tiens, amusons-nous à chercher Pluton. Je sais pas si je vais trouver facilement, sinon j'oublie parce qu'il y a un ralentissement. Je sais pas si je vais avoir Pluton là. Ah, s'il voudra bien me trouver. Donc on peut s'amuser. Mais non, il va mettre 2 heures. Bon, j'oublie. Ah, ça va tout me faire bugger. Mince. Je l'aurais pas dû, c'est pas sage. Bon, bah la Lune, le 11 en fin de nuit, donc la nuit du 10 au 11, le 11 au matin, au petit matin, la Lune est un peu à droite de Pluton, voilà. Et maintenant, il faut attendre qu'il ait fini de mouliner le chose. Là, c'est le nouvel inconvénient de la nouvelle version de Stellarium. Sinon, il y a plein de nouveaux avantages. Mais quand je fais la fenêtre recherche d'objets, c'est que là, il se met à mouliner infiniment. Dame Node, puis alors je peux pas déplacer le truc, voilà. Bon, ben, on va parler de la suite. Donc, en attendant que ça se relève. Ah, ça y est. Bon, je l'oublie ça alors. Je peux pas encore. Eh ben, ah non, dès que je fais un truc, ça va plus. Bon, j'arrête le partage d'écran déjà. Je reviens un petit peu vers nous, on fait un petit point. On n'en a plus pour très longtemps. Ben, je sais, je vais vous partager les images en attendant, puisque j'ai dit le dernier croissant le 16 au matin. Il accompagne dans la nuit suivante, la nuit du 16 au 17, la lune invisible donc accompagne Mercure, Neptune, Mars et Saturne. Et tout ça, ce sera invisible puisque c'est la nouvelle lune. La lune est devant le soleil. On en profite pour aller voir les images que je vous ai sélectionnées. Des magnifiques images. Ouais, voilà, on peut pas se quitter sans parler évidemment de la mission Artemis qui a décollé avec succès, qui a jusqu'à présent effectué son parcours avec succès et qui donc a survolé la face cachée de la Lune, est allé faire un tour derrière la Lune. Donc ça, c'était le 6 avril, hein, on est déjà le 9, et normalement, ben, ils atterrissent demain, le 9. Ah non, c'est peut-être même déjà c'est peut-être la nuit de jeudi à vendredi. Donc, quand vous suivrez cette vidéo, ce sera peut-être déjà fait. C'est la partie la plus délicate de l'opération, c'est le retour sur Terre, hein. L'ISS est à 400 km de la Terre. Là, ils sont allés à 400 000 km de la Terre. Et donc voilà, devant eux, depuis le module Orion, il s'appelle, donc depuis les hublots du module Orion, la face cachée de la Lune avec la Terre qui va se coucher derrière.
Donc, vous voyez, donc on peut deviner où est le soleil, n'est-ce pas? Le soleil est derrière la Terre, voilà, dans cette C'est pas, direction en dessous. c'est pas partagé, hein. Un clair de terre. Ah, pardon, merci Christophe de m'informer. Oh zut alors. Bon, non, c'est pas ça. Partager, je reviens là. Oh, désolé les amis, ouais, c'est une perte. Donc je partage. Donc le clair de terre qui va se coucher, enfin le croissant de terre qui va se coucher derrière la face cachée de la Lune. Bon, il y a toutes les séries sur toute la référence sur le site de la NASA. Alors autre chose extraordinaire qu'ils ont observé, une éclipse de soleil par la face cachée de la Lune. Donc ils sont derrière la Lune, donc ça c'est la face cachée avec le Soleil juste derrière. Et en plus en prime Mars, alors je sais pas si c'est elle ou elle, et Saturne. Là sûrement Saturne, on devine déjà les anneaux. Mais voilà cette vue extraordinaire, donc on n'a plus qu'à croiser les doigts et soutenir cette mission pour qu'ils arrivent à bon port, quoi. Et ça doit être la tête des poissons, tiens, ça ressemble trop au petit qu'un figure à 5 côtés qui fait la tête des poissons. Or, Mars et Saturne sont bien par là. Bah oui, alors, c'est les poissons, ça. Et le petit rectangle là, qui permet, par rapport auquel on considérait, on trouvait Neptune l'année dernière. Donc, on la trouvera encore un petit peu, mais ce sera un petit peu décalé cette année. Ça se trouve, c'est elle, mais je sais pas. C'est un peu brillant, peut-être une étoile. Et pas d'aussi brillante dans le coin. Voilà, donc les vues les plus spectaculaires de la mission Artemis. Mais pareil, dans l'article, dans le lien dans la description de la vidéo, vous avez le lien pour aller directement sur le site de la NASA pour voir de la mission, pour voir toutes les photos. Alors, un petit rappel du parcours qu'ils ont effectué. Donc, évidemment, ils ont décollé en un lancement. Premier tour de Terre, une première orbite, orbite basse autour de la Terre. Puis ils ont pris de l'altitude, orbite haute. Puis boum, ils retournent en orbite haute, ils ont refait un tour de Terre. 4, ils sont là en injection translunaire. 5, voyage vers la Lune. Voilà, donc ils ont fait en 6, là, ils étaient. La photo que je viens de vous montrer avant, c'était vu d'ici, depuis la position 6. Le 6 avril, en plus, c'est tombé. Et puis 7, retour vers la Terre, voyage de retour. 8, correction de trajectoire pour le retour. 9, c'était à la fois l'endroit où ça s'est séparé à l'aller, hein. En tout cas, c'est le rentrée dans l'atmosphère, hein. C'était séparation, il a bien fallu, il y a eu la séparation entre la fusée, le SLS qui a lancé le module Orion, donc, et il y a eu la séparation des deux éléments. Et 10, donc atterrissage, donc prévu la nuit je crois que c'est la nuit du 9 au 10, donc quand vous regarderez, ce sera sans doute déjà fait. Eh ben voilà, si le retour s'effectue sans souci, ce sera un très 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 beau succès qui augure bien entendu de la suite, puisqu'ensuite il y aura Artemis 3 qui va répéter toutes les opérations pour l'atterrissage lunaire, pour atterrir sur la Lune, mais donc toutes les transferts entre les différents modules et tout, donc ce sera une répétition sans aller sur la Lune et sans personne. Ce sera comme Artemis 1 avait fait le même voyage, mais sans astronaute à bord. Donc, c'est la première étape. Et donc, Artemis 3 fera le voyage pour aller se poser sur la Lune, mais ça s'y posera pas quand même, fera toutes les échanges de modules divers, etc. Vous avez les liens pour les articles. Alors, un petit Jupiter photographié le 4 avril, voilà, tout simple. Il n'y a pas énormément de photos d'Astram en ce moment, il faut dire. Le ciel, là, ça s'arrange, là, va peut-être y en avoir, parce que on a quelques jours de beau temps, ça change la vie. Parce que quand il y a des nuages, on fait pas beaucoup de photos. Ça, bah du coup, faut pas oublier ceux de l'ISS. Ça, c'est la Lune depuis l'ISS, pendant que les autres étaient en train de se promener autour. Bah, le 6 avril, voilà. Tandis que ça, donc photographié par Sophie Adno depuis l'ISS, avec sachant que Artemis, le module Orion, est derrière la Lune au même moment. Et d'ailleurs, ils se sont téléphonés, ça a fait la une des journaux. Il
Il y a eu un échange téléphonique entre les deux missions spatiales. Mais comprenez bien qu'Artemis, ils sont allés 100 fois plus loin que ne l'est l'ISS. Alors là, ciel profond, on plonge dans la nébuleuse du Crabe avec Hubble, le télescope Hubble qui fait encore des belles photos, hein, n'est-ce pas? Et puis la nouvelle comète dont je vous ai parlé, qui est déjà bien brillante, hein, et qui a été photographiée, là j'ai plus marqué la date sur le titre, mais c'est il y a pas le 6 ou le 7 avril également. Et qui, elle, il y a de fortes chances, là, ce coup-ci, qu'on ait une belle comète visible à l'œil nu, et même en ville, hein, parce que si elle atteint magnitude 2, c'est plus brillant que l'étoile polaire, qui est de magnitude 3. Et là, c'est l'autre qui s'est crashée dans le soleil, celle qui était aurait peut-être été visible. Là, on est dans le champ du coronographe Lascaux C2, et on voit la comète carrément qui se précipite dans le soleil. Le soleil est caché derrière ce disque, ça c'est la couronne. C'est plus resserré que Lascaux C2, C3. Voilà, eh ben, je crois que j'ai encore une photo. Ah oui, j'en ai encore une. Préparez-vous pour le 19, préparons-nous pour le 19 avril, le jour où il y aura la rencontre du nouveau croissant de Lune, premier croissant, avec les Pléiades, tout près d'Uranus. Ce sera le dernier moment où on pourra peut-être trouver Uranus avec les aux jumelles. Donc on aura les Pléiades et un très fin croissant de lune qui ne gênera pas trop la lumière, qui fera pas trop de lumière pour éteindre les Pléiades. Donc ça peut, avec des jumelles là, ça, waouh, 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 ça risque d'être beau. Et puis après on dira au revoir à Uranus. Et donc ça, c'est Stellarium, mais c'est publié par le, enfin anciennement INCCE, le LTE, dans la lettre d'information du LTE. Donc avant, c'était Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides. Là, maintenant, ça s'appelle le LTE, Laboratoire Temps-Espace. Bon, bah, ils ont un excellent bulletin mensuel. Et donc, je vous le mets en référence, bien sûr, aussi dans l'article avec plein de liens. Donc là, voilà, préparez-vous à voir ce que vous allez voir. Eh bien, ça, ce sera visible. Et on va finir par quelques cratères sur la Lune. Donc, Pythagore, le 14 avril, donc la Lune est à sa libration, je sais plus, attendez, je vais vous dire ça, à sa libration minimale en longitude, c'est le 13. Ah ouais, ben, donc le 14 au matin, on peut en profiter pour repérer le cratère Pythagore qui est tout au nord de la Lune et qui sera sous les rayons du soleil couchant, donc, puisque quand la Lune est décroissante, on voit le soleil se coucher sur la Lune, donc ça c'est la ligne de jour-nuit. Donc ben, il y a autant de parties éclairées du côté face cachée que de parties dans la nuit sur la côté visible. Et donc voilà, ce sera le soleil va se coucher sur Pythagore. Ça c'est obtenu par l'Atlas virtuel du ciel, donc c'est une simulation. Et en revanche, ça, c'est une photo de Pythagore. Alors là, plutôt sans doute au soleil levant, avec un soleil dans ce sens-là. Et donc, c'était jour de libration favorable. Voilà, il faut que la libration soit favorable pour remettre ce cratère en valeur. Et bah voilà, on va finir avec ça. Je pense que j'ai fait le tour de ce bulletin. Ben voilà, je vous souhaite très très bonne semaine céleste. Donc profitons de Vénus, profitons de Jupiter et d'Uranus, du ciel d'hiver qui s'en va maintenant en début de nuit. Et puis le matin, ben, circuler le croissant de lune de plus en plus tard qui se lève. J'adore voir la lune qui se lève quand j'ai ma fenêtre du côté sud-est. Alors j'ai facilement la lune dans la lucarne en deuxième moitié de nuit. Merci beaucoup, Christophe. On se retrouve pour les commentaires astrologiques. Et donc, bonne semaine à tous. Merci infiniment d'avoir suivi ce bulletin astronomique. Portez-vous bien, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, les mains à l'œuvre et le cœur joyeux. À bientôt.